Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 21 mai 2026. Tout de suite, les principaux titres. Les réfugiés burundais qui vivent dans le camp de Nyarugusu, situé en Tanzanie, vivent la peur au ventre du fait qu'ils sont actuellement visés par les autorités tanzaniennes. Nos sources font savoir qu'une liste d'une partie de réfugiés à rapatrier de force a été affichée ce mardi matin. Les détails, c'est au début de ce journal. Et puis le ministère de la Justice vient de se fixer un délai de 2 mois pour réduire la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice l'a déclaré ce mercredi en répondant aux questions des députés. Et le monde entier va célébrer ce 22 mai 2026 la journée internationale de la biodiversité. Cette journée arrive au moment où la biodiversité est menacée au Burundi. Une situation qui pousse les défenseurs de l'environnement à rappeler l'État burundais qu'il a une grande responsabilité dans la mise en place des lois qui protègent la biodiversité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, page réfugiés pour démarrer ce journal. Les réfugiés burundais qui vivent dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie sont actuellement dans le viseur des autorités tanzaniennes après ceux du camp d'Onduta. Une liste des réfugiés de la zone 8 qui vont être rapatriés de force a été affichée ce mardi matin, tandis que des mesures de plus en plus contraignantes continuent d'être appliquées. Rémi Delagakura nous fait le point. Dans le cas de Nyarugusu, les réfugiés burundais de la zone 8 figurant sur la liste affichée par les responsables de ce camp disposaient de 3 jours pour se faire enregistrer en vue de les rapatriements forcés vers le Burundi. Selon notre source, la pression accentuée davantage, notamment dans la coupure d'eau imposée ce mercredi aux réfugiés de cette zone. La zone 8 a reçu l'ordre à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi 22 de ce mois de terminer les inscriptions avant le rapatriement prévu mardi prochain. Ce matin, les autorités ont coupé l'approvisionnement en eau dans cette zone. Aucun robinet n'a fourni d'eau depuis le lever du jour. Les habitants sont obligés d'aller puiser de l'eau dans la rivière, notamment la rivière Kaga ou dans d'autres zones du camp. Notre source indique également que depuis dimanche dernier, de nouveaux militaires ont été déployés dans le camp afin de mettre en œuvre cette opération de rapatriement forcé. Certains réfugiés burundais ont été déjà victimes d'intimidation et de mauvais traitements. La situation est très difficile parce que de nouveaux soldats ont été déployés. Depuis hier, les responsables du camp leur montrent les limites qui hébergent les réfugiés burundais. Des réfugiés menuisiers de la zone 12 ont été bâtis par ces militaires appelés JKT. Jusqu'à présent, la paix règne parmi les réfugiés. Ces réfugiés burundais de Nyarugusu demandent que leur sécurité soit garantie et que leurs droits humains soient respectés. Et en page droits de l'homme, un élève de 9e année en commune Ngozi est détenu depuis le 9 mai 2026. Il lui est reproché d'avoir été surpris en train d'entretenir des relations sexuelles avec une camarade de classe. Les parents de la jeune fille font pression pour que ce garçon ne soit pas libéré. Une situation que beaucoup considèrent comme une injustice, d'autant plus que la jeune fille reste en liberté. Les détails avec Nadège et la Kodze. Tout a commencé dans la soirée du 8 au 9 mai 2026. Un élève de la 9e année à l'école fondamentale de Kayogolo en commune Ngodi avait sollicité l'autorisation de rester en classe pour ses révisions. Une fois sur place, le jeune homme a fait venir une camarade de classe avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. C'est dans cette salle de classe qu'ils ont été surpris en plein acte sexuel.
Selon les témoignages recueillis auprès des autres élèves, la jeune fille a d'abord nié les faits avant de passer aux aveux sous la pression de la peur. Ce qui a suscité l'étonnement de ses camarades et du corps enseignant est la rapidité avec laquelle le garçon a été appréhendé et placé en détention au cachot de la police de la zone Muruga. Les informations en provenance de l'établissement indiquent que les parents de la jeune fille tentent de faire requalifier les faits en viol en arguant la minorité de leur enfant. Cependant, cette accusation semble infondée pour plusieurs raisons. Tous les deux sont des élèves, la jeune fille étant la plus âgée que le garçon. Le garçon n'est âgé que de 14 ans. Face à cette situation, les parents du jeune garçon dénoncent une injustice. Ils demandent que leur enfant ne soit pas persécuté et que l'affaire soit traitée selon le règlement intérieur de l'école qui prévoit dans son article 35 alinéa 1 que les rapports sexuels entre élèves sont punis par renvoi et une non-admission dans aucun établissement pour l'année scolaire en cours. Des informations non encore confirmées par la RPA suggèrent que les parents de la jeune fille auraient versé des pots de vin afin que l'accusation de viol soit maintenue. L'objectif serait de préserver la réputation de leur fille, d'autant plus qu'elle s'apprête à passer le concours national de 9e année. Concernant les persécutions dont est victime ce jeune garçon de 14 ans, la RPA a contacté Jean Joly Ndaisenga, l'officier de police judiciaire qui a initialement arrêté l'élève. Ce dernier nous a répondu qu'il avait déjà transmis le dossier au procureur. De son côté, Jean-Marie Nimubona, procureur de la République à Ngozi, que nous avons également joint par téléphone, nous a indiqué qu'il n'avait pas encore pu étudier le dossier en détail car il venait tout juste de lui être transmis, mais qu'il va s'exprimer ultérieurement à ce sujet. Et la mesure de l'administrateur de la commune de Muyinga dans la province de Urumuza interdisant aux jeunes hommes de se marier avant d'avoir construit une maison et exigeant des jeunes filles qu'elles exercent une activité génératrice de revenus a été prise sans tenir compte des facteurs qui contribuent à la stabilité d'un foyer. C'est du moins l'avis de Marie-Louise Vaichako, présidente du mouvement Inamahoro, qui affirme qu'un foyer a besoin de bien plus que de l'argent pour être stable. Et si d'aucuns estiment que cette mesure permettra de résoudre certains problèmes, la présidente du mouvement Inamahoro craint quant à elle qu'elle ne provoque davantage de désordre. Je vous propose d'écouter Marie-Louise Valichako, elle est la présidente du mouvement Inamahoro. Le communiqué numéro 8/0/2026 de l'administrateur communal de Muyinga en date du 8 mai 2026 suscite de vives discussions dans divers coins. Ce communiqué impose aux jeunes qui veulent contracter un mariage des conditions préalables, notamment que le jeune homme doit avoir construit une maison avec des tôles ou des tuiles, avec un matelas, et avoir une plantation d'avocats, caféiers ou autres, et d'autres cultures vivrières. Et demande à la fille de prouver qu'elle a une activité qui lui assure des revenus réguliers. L'intention derrière cette démarche semble bonne, cherchant à assurer la stabilité des ménages, mais en même temps, elle semble quand même un peu trop simpliste. Il est très vrai que l'idéal pour tout couple qui se fonde serait d'avoir le minimum requis pour éviter la précarité immédiate. Cependant, l'administrateur semble oublier qu'il faut plus que de l'argent pour assurer la stabilité d'un couple. Elle repose plus encore sur des facteurs psychologiques, émotionnels et de communication sur lesquels l'accumulation préalable de biens matériels n'a pas beaucoup d'effet. Ensuite, la décision de l'administrateur se fonde sur la stabilité et la planification familiale, qui est une bonne chose. Pour lui, la décision se justifie par des motifs d'ordre public et de bien-être social, notamment la lutte contre la pauvreté et les conflits conjugaux, et bien évidemment les divorces dus au manque de moyens. Ensuite, la responsabilité des jeunes en les poussant à travailler et à épargner avant de s'engager dans le mariage. Autre chose, probablement aussi la nécessité de ralentir, sans le dire, la tendance actuelle de croissance démographique en retardant l'âge de mariage des jeunes qui n'ont pas encore d'indépendance financière. Tout cela est possible, mais en même temps, on voit bien finalement que cette décision suscite beaucoup de critiques, notamment sur les points suivants. Le Code des personnes et de la famille au Burundi fixe les conditions légales du mariage, l'âge, le consentement, la monogamie.
Qui plus est, le mouvement Inamahoro affirme qu'entraînant cette mesure, l'administrateur de la commune de Muyinga n'a pas respecté les lois régissant les familles et les communautés en établissant une distinction entre les jeunes issus de familles aisées et ceux issus de milieux défavorisés. Selon son mouvement, cette décision risque d'avoir de nombreuses conséquences sur les familles et devrait être révisée. Suivons encore une fois Marie-Louise Balichako. Alors, un administrateur communal n'a théoriquement aucun pouvoir législatif d'ajouter des barrières matérielles au droit de se marier, un droit pourtant garanti par la Constitution burundaise et le droit international. Cette mesure est perçue comme discriminatoire envers les jeunes les plus pauvres. Elle instaure une sorte de mariage à deux vitesses, où seuls ceux qui ont les moyens peuvent s'unir légalement, ce qui n'est pas juste. En bloquant l'accès au mariage, la mesure risque de pousser les jeunes vers des cohabitations de fait, ce qui fragilise la protection juridique des femmes et des enfants en cas de séparation ou de succession. En résumé, même si l'intention derrière ce communiqué de l'administrateur de Muyinga part d'une volonté positive de stabiliser les foyers et de lutter contre la pauvreté, la méthode est jugée par beaucoup comme juridiquement contestable et déconnectée de la réalité économique et financière de la majeure partie de la jeunesse rurale. L'administrateur semble ignorer le grand défi d'accès à l'emploi pour les jeunes, ainsi que l'autre défi d'exécuter des terres foncières dans beaucoup de familles, sans oublier le manque réel de moyens pour accomplir tout ce que cette décision demande dans les conditions de vie actuelles de la population burundaise en général. Cette mesure devrait donc être révisée ou alors simplement annulée. Merci. Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro, réagit après que l'administrateur de la commune de Muyinga a publié au début de cette semaine une mesure qui stipule que tout jeune homme souhaitant fonder une famille doit d'abord construire et couvrir une maison, tandis que la jeune fille doit disposer d'une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Poursuivons ce journal par la page justice. Le ministère de la Justice s'est fixé un délai de 2 mois pour réduire la surpopulation carcérale. Alfred Aingejeje, ministre de la Justice, l'a déclaré ce mercredi en répondant aux questions des députés. Parmi les préoccupations soulevées figurait la question du nombre élevé de détenus dans les prisons. Reportage signé Digne Karondo. Plus de 10 prisons du pays affichent une surpopulation dépassant largement les capacités prévues, comme le dénoncent régulièrement les organisations de défense des droits humains dans leurs différents rapports. Cette question a de nouveau été soulevée ce mercredi à l'Assemblée nationale lors d'une séance à laquelle était invité le ministre de la Justice. Alfred Aingejeje a reconnu la surpopulation carcérale, expliquant qu'elle est notamment causée par la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaire, certains procès prenant beaucoup de temps avant d'être jugés. Il existe un problème lié à l'absence de prise de décision. Nous avons rappelé qu'en dehors des dossiers traités par les parquets, certains arrivent d'abord entre les mains des officiers de police judiciaire avant d'être transmis au parquet. Nous avons également rappelé qu'il y a des personnes détenues dans d'autres services, notamment les renseignements. Pour certains détenus ayant déjà purgé leur peine, leurs dossiers sont introuvables. Nous souhaitons que dans un bref délai, ceux qui ne font plus l'objet de poursuites et dont les tribunaux ont déjà rendu les décisions soient libérées. Une autre cause de cette surpopulation carcérale est le manque de moyens accordés à ce secteur pour permettre de réduire le nombre de détenus. Le ministre Alfred Aingejeje affirme qu'il s'agit de l'un des principaux défis. Les prisons connaissent actuellement une surpopulation carcérale, alors que les moyens financiers alloués aux établissements pénitentiaires ne cessent de diminuer. Cela constitue également un problème. Le ministre Alfred Aingejeje indique que cette question de surpopulation dans les prisons trouvera une solution dans un délai de 2 mois. Et je vous le disais en titre, le monde entier va célébrer la Journée internationale de la biodiversité ce 22 mai. Cette journée a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies sur base de la Convention portant sur la diversité biologique adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro, au Brésil. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations à l'importance de la protection et de la préservation de la biodiversité. David-Claude Mananayo revient sur quelques-uns des principaux problèmes auxquels fait face la biodiversité au Burundi.
La biodiversité au Burundi se répartit en 3 grandes catégories, à savoir les animaux, les plantes et d'autres organismes vivants, comme l'expliquent des experts en environnement. Ces différentes espèces vivent dans plusieurs milieux naturels, tels que les forêts, les lacs et d'autres écosystèmes, constituant ainsi une richesse naturelle importante pour le pays. Les différentes crises qu'a traversées le Burundi n'ont pas épargné le secteur de l'environnement, dont dépend directement cette biodiversité. Aujourd'hui, plusieurs activités humaines menacent sérieusement des espèces animales et végétales du pays. Selon les experts en environnement, la première menace qui pèse sur la biodiversité burundaise est la croissance démographique. Celle-ci entraîne l'occupation des espaces naturels qui devraient servir d'habitat aux espèces vivantes. La destruction des forêts, notamment par la déforestation et le feu de brousse, constituent également un danger majeur. Le braconnage et la pêche illégale représentent une autre menace importante. Ces pratiques contribuent à la disparition progressive de certaines espèces animales dans le pays. À cela s'ajoute l'introduction incontrôlée d'espèces végétales étrangères qui perturbent les écosystèmes locaux. L'exemple souvent cité est celui de la Jacinto qui a fortement envahi le lac Tanganyika et perturbé son équilibre naturel. Les spécialistes de l'environnement avertissent que si des mesures sérieuses ne sont pas prises pour protéger la biodiversité, certaines espèces animales et végétales risquent de disparaître définitivement du Burundi. Le manque de protection de la biodiversité entraîne également des pertes économiques pour le pays. En effet, les touristes risquent de ne plus venir visiter les forêts naturelles et les espèces rares qui font la richesse du Burundi. La dégradation de la biodiversité a aussi des conséquences importantes sur la santé humaine et sur l'environnement en général. Les forêts, les plantes et les organismes vivants dans les eaux jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature et dans le maintien de bonnes conditions de vie pour les populations. De nombreux observateurs appellent aussi l'État et les citoyens à considérer la biodiversité comme un patrimoine national précieux qui doit être protégé. Sa préservation est indispensable pour soutenir l'agriculture, la pêche, le tourisme ainsi que la lutte contre les catastrophes liées au changement climatique. Et par rapport à cette journée, Landry Nineletse, expert en environnement, dit que l'État burundais a une grande responsabilité dans la mise en place des lois protégeant la biodiversité, ainsi que dans la sanction de tous ceux qui ne les respectent pas. Cet expert fait également savoir que la population doit comprendre que toute personne qui porte atteinte à la biodiversité menace aussi la vie humaine. Suivez-le. Que ce soit l'État ou les citoyens, les deux ont un rôle majeur et indispensable pour protéger la biodiversité qui nous reste. Évidemment, l'État vient en premier à travers la législation et l'élaboration des lois, la gestion des parcs et la collaboration des partenaires avec les autres partenaires, que ce soit au niveau bilatéral, au niveau multilatéral ou même des institutions spécialisées, sans oublier bien sûr les institutions académiques, pour protéger, connaître davantage, comprendre et respecter la biodiversité dans son ensemble. L'État doit jouer ce rôle. Mais de l'autre côté, les citoyens également doivent être sensibilisés, extrêmement sensibilisés, eux aussi, qu'ils puissent connaître cette richesse qui doit être protégée, mais également être soutenus dans les projets, dans les efforts de conservation, notamment les populations locales ou riveraines des aires protégées. En principe, il ne devrait pas avoir de concurrence entre la protection de l'environnement et la satisfaction des besoins humains, qui est une des raisons qui poussent notamment les communautés soit à pratiquer le braconnage ou à se rabattre sur les zones forestières, mais il doit y avoir une cohabitation entre d'une part les communautés et la biodiversité. Les communautés doivent être impliquées davantage dans la protection des ressources et également la population, les citoyens en général sont appelés à participer aux efforts de restauration des écosystèmes, s'impliquer dans des programmes communautaires de reboisement, respecter les limites des réserves naturelles, sans oublier évidemment la population doit être vigilante pour dénoncer et surveiller toute menace ou entrave à la biodiversité. Lorsqu'ils voient des actes de braconnage ou d'exploitation illégale, la population a cette responsabilité de dénoncer auprès des autorités, et même ces autorités elles-mêmes, étant donné le rôle primordial qui revient notamment dans l'application du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'eau par exemple, pour pénaliser toutes les atteintes à la nature. Donc l'administration et les autorités compétentes à travers le ministère de l'Environnement doivent s'assurer que les codes, je dirais, cruciaux
l'eau, de l'environnement, les forestiers de l'eau sont respectés, sont connus de tout le monde. Et Landry essaie d'appeler aussi les responsables du secteur de l'environnement à mieux protéger les rivières, les animaux et les forêts. Suivez-le encore une fois. Au moment où on observe la montée des eaux, c'est le moment vraiment d'interpeller le gouvernement pour non seulement appliquer les codes qui protègent la biodiversité dans le sens général, mais également organiser la surveillance des aires protégées que nous avons dans notre pays, également collaborer, négocier des partenariats mondiaux avec les institutions techniques ou les bailleurs de fonds pour financer des plans d'action nationaux qui protègent l'ensemble des ressources, commencer par évidemment les ressources en eau. Je parle ici du lac Tanganyika. Vous avez tous observé comment ces dernières années, on assiste à une montée assez spectaculaire, également dévastatrice de ces eaux. Cela peut être jugulé lorsqu'il y a une volonté politique, lorsqu'il y a un effort, la compréhension de l'aspect prioritaire de ce domaine, mais également la collaboration avec les partenaires mondiaux qui le font ailleurs, pourquoi pas chez nous. Je pense que lorsqu'il y a cette prise de conscience et cette volonté politique, de telles solutions peuvent être apportées. Mais évidemment, tout commence toujours par la prise de conscience et la volonté pour comprendre que lorsque la biodiversité est menacée, lorsque la biodiversité est en danger, c'est l'ensemble même, c'est l'équilibre de la vie des êtres humains, de la population qui est également menacé. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par cette voix de Landry Nineletse que le journal de ce 21 mai 2026 se termine. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.